Salut Internet. Des rues vietnamiennes avec des noms français, une basilique Notre-Dame à Alger, une maison à Colombage au Brésil, ou même du hareng suédois à Saint-Barthélemy. On sait ce que c'est, ce sont des traces de la colonisation. Mais les rues indiennes au nom français, ce fort hollandais à Taïwan, ou encore cette chapelle portugaise au Kenya, ça a des vibes coloniales, on est d'accord. Mais c'est pas exactement, complètement, totalement ça, il y a une petite nuance. Il a existé des bouts de terre, la plupart du temps pas plus grands qu'un port de pêche, qu'un petit village, qui ont été gérés par des pays souvent très connus, parfois un peu moins, dans des endroits souvent très connus et parfois beaucoup moins. Ce sont ce qu'on appelle des comptoirs. Et il y en a eu beaucoup, pratiquement partout en fait. Mais alors comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que l'Europe principalement est allée faire à l'autre bout du monde? On se fait un joli petit tour d'horizon, je vous explique tout ça avec des cartes. Bienvenue dans Maps. Bon, mais évidemment, faut qu'on commence par là. C'est quoi un comptoir? Bah c'est très simple. Imagine, tu es une puissance étrangère. T'as repéré un endroit sympa dans un pays, c'est au bord de la mer, ça sent les embruns, la crème solaire. En plus, ça tombe bien, il y a des petites épices exotiques qui valent une fortune chez toi. C'est parfait. Alors tu poses tes valises et tu te dis... Ici, pile à cet endroit-là, je vais installer un port, un petit entrepôt pour commercer avec les locaux. Et voilà, tu as ton comptoir. Et elle est là la nuance. C'est pas techniquement une colonie dans le sens où le pays n'est pas envahi, juste cette petite superficie, c'est toi qui la gères. Faut vraiment vous dire que ça date d'une époque où la souveraineté, c'était pas une notion figée comme aujourd'hui. Si t'avais les moyens financiers, musculaires, bah tu pouvais installer ton comptoir sans forcément annexer tout le pays, sans créer un scandale diplomatique. Et en vrai, quand on y pense, ce concept existe depuis l'Antiquité. Marseille par exemple, Massilia à l'époque, bah c'est un vieux comptoir fondé par les Phocéens, vers 600 ans avant notre ère. Hein, la cité phocéenne, ça vous parle, non? Et elle n'était pas la seule. Les négociants grecs ont installé des comptoirs un peu partout. En Égypte, en Italie, en Afrique du Nord. Et au Moyen-Âge, ça a continué. Venise et Gênes, par exemple. Elles ont installé des comptoirs en Méditerranée et jusque dans la mer Noire. Ça commerce à fond. Et le nord de l'Europe, c'est le même délire. Vous connaissez la Hanse? C'est une alliance de villes marchandes qui bossent ensemble pour s'en mettre plein les poches. Hambourg, Bruges, Novgorod, elles ouvrent leur propre comptoir. Il y a des entrepôts, des dortoirs, des règles commerciales, tout est cadré, bien rodé. Maintenant, petit saut en 1415 avec la prise de Ceuta par les Portugais. C'est une date importante parce que cet événement est souvent cité comme le point de départ du développement des comptoirs. Alors, on vient de voir que dans les faits, non, il y en a eu avant. Mais les Portugais, eux, ils ont levé le game. Et ils inspirent leurs voisins. Les puissances européennes posent des points stratégiques sur une carte. Et vous pouvez être sûr que c'est toujours au bon endroit, hein. Là où il y a des épices, de l'or, finalement toutes les ressources qui peuvent vous profiter. Maintenant, vous allez me poser la question légitime de cette vidéo. Pourquoi se contenter d'un petit territoire? Non mais pourquoi ne pas rafler tout le pays et basta, on n'en parle plus? Bon, déjà ils l'ont fait, il y a eu beaucoup de colonisation, mais ils l'ont pas fait à chaque fois, parce que la colonisation, ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est long, ça coûte une blindasse, il faut des bateaux, des soldats, des armes, il faut gérer tout un truc, alors qu'un comptoir, c'est rapide, c'est rentable. Tu te prends un petit coin bien placé, avec une route maritime à proximité, et voilà, on s'embête pas. D'ailleurs, je vous ai pas encore dit le plus important, comment choper votre bout de terre? Parfois, il suffit de négocier avec le roi du coin, le seigneur du coin, un petit traité, quelques cadeaux, un peu de diplomatie, et voilà, vous repartez avec un port. Mais d'autres fois, c'est plus à l'ancienne, vous débarquez, vous construisez votre fort, et vous attendez que vos nouveaux voisins finissent de râler. Et c'est comme ça que l'Europe, petit morceau par petit morceau, a grignoté une bonne partie du monde. Beaucoup de comptoirs se trouvaient en Asie. Clairement, c'était the place to be. Goa, par exemple, sur la côte ouest de l'Inde, bah, c'était le QG portugais pendant des centaines d'années. C'était Lisbonne, ambiance tropicale et douane ultra rentable. Mais comment ça, Doc Seven? Comment ça, une douane? Si c'est à eux le comptoir, ils taxent qui, les Portugais? Les gars, c'est tout l'intérêt. Goa, c'était le plus gros port de la région. Quand t'es capitaine d'un navire de commerce, que tu viennes d'Europe, de Perse, de la péninsule arabique, tu veux commercer
c'est à Goa. C'est le Rungis de l'époque, c'est là où il y a tout le fric à se faire. Et c'est ça qui a rendu riches les Portugais. Ils ont pas compté que sur leurs navires royaux, évidemment. Dès qu'un mec passait pour acheter 3 girafes et vendre des clous de girafe, bah tu payes mon frérot, ça taxe. Et encore, s'il y avait que Goa, mais pas du tout. Goa, c'était la capitale portugaise d'Asie du Sud-Est, mais il y avait plein d'autres comptoirs, comme Macao par exemple, au sud de la Chine. Tenez, regardez ce que je vous montre là. C'est le centre historique de Macao. Tout ça là, ça, voilà, c'est là-bas, c'est à Macao. Vous sentez qu'ils y sont restés un moment, les Portugais? Et fun fact, vous savez ce qui est très populaire en Chine et qui a été introduit via Macao? Ça, c'est des pastéis de nata. C'est pas une blague, hein. C'est pour ça que si vous visitez le Cambodge, la Malaisie ou encore Singapour, vous pouvez en trouver dans les menus. De toute façon, les Portugais, c'est les rois des comptoirs. Regardez-moi ça. Après, bien sûr, c'était pas les seuls. Batavia, par exemple. Ah, la salade, l'ancien nom de Jakarta. Là, c'était le terre-terre des Hollandais. Voilà, c'était bien placé, bien défendu. Parfait. Encore mieux placé, Malacca. Malacca, c'est la pépite stratégique que tout le monde s'est arraché. En même temps, t'es pile à l'endroit où tout le monde veut passer. Le Portugal, la Hollande, le Royaume-Uni, tout le monde s'est entretué pour avoir Malacca, et on les comprend. Si tu contrôles Malacca, tu contrôles le détroit, donc les bateaux, donc l'argent, les gars, le nerf du game. Et puis on n'oublie pas Pondichéry. Et Pondichéry, c'est pas juste une ville, c'est un ensemble de comptoirs français répartis dans toute l'Inde et qui portent le nom du plus gros. T'as donc Pondichéry au sud-est, Karikal qui est vraiment pas loin, Yanaon c'est un peu plus au nord, Mahé carrément de l'autre côté sur la côte ouest, et Chandernagore qui est tout en haut près de Calcutta. On a l'impression que c'est au milieu des terres, mais en fait c'est au bord d'un grand fleuve, donc c'est accessible via la mer. Donc non, c'est pas un seul comptoir, hein, Pondichéry, c'est plusieurs mini-bases françaises avec chacune son histoire et son intérêt stratégique. Et de nos jours, c'est un territoire à part entière en Inde. C'est-à-dire que si vous imaginez les régions de l'Inde, les différentes régions comme nous, les régions en France, et ben eux, ils ont une région, Pondichéry, qui est totalement découpée en plusieurs endroits en Inde. C'est un découpage administratif particulier, d'accord? Mais bon, bref, dans un autre style, il y a aussi un cas très particulier. Canton, en Chine. Les 13 factoreries de Canton. En fait, c'était un quartier entier réservé aux marchands étrangers entre le 17e et le 19e siècle. Il y avait 13 entrepôts comme ça, alignés le long de la rivière, chacun avec son drapeau. Tout le monde était là. Faut vous dire qu'en Asie, il y avait des comptoirs partout. Mais il n'y avait pas des comptoirs que en Asie. Le deuxième continent constellé de lieux comme ça, c'est bien sûr l'Afrique. Alors oui, on y retrouve les grands habitués, portugais, anglais, hollandais, français, mais il y a aussi des nations beaucoup plus surprenantes. Parce que oui, même des pays, des États qu'on n'imagine pas du tout être des puissances coloniales, bah, ils ont quand même eu leur petit moment. Nous aussi, on peut avoir des comptoirs, s'il vous plaît. Les Suédois, par exemple. Bah, ils ont fondé quelques comptoirs, ils ont notamment construit ce fort sur la côte du Ghana. Pas longtemps après, autre nation surprenante, les Danois. Pareil, ils fondent, ils rachètent des comptoirs dans la même zone. Il y a aussi la Prusse qui a tenté l'aventure, toujours au même endroit. Et on va pas se voiler la face, hein, on va mettre les pieds dans le plat. Si en Asie, la majorité des marchandises qui transitent sont des épices, de l'argent, des pierres précieuses, bon, les comptoirs africains sont quasiment toujours, de près ou de loin, liés au commerce triangulaire. Faut vraiment se rendre compte que sur certaines côtes, comme le Ghana par exemple, il y a des comptoirs distants de quelques dizaines de kilomètres seulement, qui appartiennent à des nations rivales. Faut se dire que pendant plusieurs siècles, c'est une partie de monopoly, d'échange de territoire, tellement c'était un commerce lucratif pour les Européens. Et la même logique s'est appliquée ailleurs qu'au Ghana, hein. Sénégal, Sierra Leone, etc. Même si tous ces comptoirs commerciaux ont disparu avec le temps, ils ont laissé des traces visibles. On retrouve encore leurs noms sur les cartes, Pondichéry, Macao, Elmina, Osu, les forts, les églises, les bâtiments administratifs construits par les Européens existent encore. Parfois réutilisés, parfois laissés en ruine. Mais quoi qu'on dise, cet héritage est partout. Dans la toponymie, dans l'architecture, même dans certaines habitudes culinaires, qui témoignent de ces échanges parfois forcés. Je me suis demandé, là, en réfléchissant à la fin de cette vidéo, s'il n'y avait pas une legacy à ces comptoirs. S'il n'y avait pas un truc qui ressemble un peu, et j'ai pensé aux bases militaires. Non mais écoutez, laissez-moi aller au bout de mon propos, vous allez comprendre ma réflexion. L'idée qu'un pays qui installe une présence loin de chez lui pour contrôler un endroit stratégique, techniquement, pardon, ça y ressemble. Vous avez déjà vu une carte du monde avec toutes les bases militaires américaines? Corée du Sud, Allemagne, Cuba, Japon, Bahreïn. Vous savez où c'est, les gars, le Bahreïn? Bon, alors peut-être que oui, parce que vous regardez Doc7 et on a un format qui s'appelle 197. Normalement, vous savez où c'est le Bahreïn maintenant? 10% du personnel militaire américain vit sur ces bases. C'est colossal. La France, elle, est par exemple présente à Djibouti ou aux
aux Émirats Arabes Unis. Pour moi, ça ressemble beaucoup. On signe un accord et on s'occupe d'un petit territoire. Alors ok, on n'achète plus de clous de girofle, de défense de girafes, d'accord? Mais on maintient un pied dans une région clé pour peser sur les équilibres mondiaux. Non, je reste sur ma position, je suis désolé, ça y ressemble. Mais voilà, tout ça pour dire que, dans l'esprit populaire, les bouts d'Europe qu'on retrouve dans le monde sont bien souvent associés uniquement à de la colonisation d'un pays tout entier. Je voulais juste montrer que l'histoire est un petit peu plus nuancée. Et je le redis, que ce soit bien clair, je désamorce là à la fin de la vidéo, parce que c'est forcément un sujet touchy, tout ça. Ces comptoirs servaient évidemment les intérêts des grandes puissances. Ils étaient pensés pour ça, pour enrichir ces empires coloniaux. Et parfois, ça imposait des rapports de force violents avec les populations locales. Ça veut pas dire pour autant qu'il y avait aucun échange. Des élites locales ont certainement trouvé un intérêt économique en commerçant avec les Européens, mais ça restait des relations très inégalitaires. Pour autant, moi, c'est un sujet qui me fascine, les comptoirs commerciaux, et qui permet d'expliquer pourquoi des rues indiennes ont un nom français, ou pourquoi il y a 7 chapelles portugaises au Kenya. Et je trouve ça fou de me dire que ces tout petits bouts de territoire, parfois grands comme 3 terrains de foot, ont pu peser aussi lourd dans l'histoire. Voilà. Salut Internet.